quels sont les impacts de la corruption sur les efforts de développement sur le continent africain? Le continent est pointé du doigt comme étant un pôle de corruption à travers le monde. Chaque année, ce sont des centaines de milliards qui partent sur le compte de la corruption. Qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer le phénomène? Nous évoquons ce sujet ce soir avec notre invité Emmanuel Sogadji, président de la Ligue des consommateurs du Togo. Bonsoir Emmanuel Sogadji. Bonsoir Samuel. Merci d'être notre invité. J'imagine qu'au sein de la Ligue des consommateurs du Togo, la question de la corruption vous préoccupe énormément. En toute réalité, la question de la corruption doit préoccuper tout citoyen. Parce que la corruption, comme on le dit le plus souvent, constitue un frein à toute évolution. Et c'est comme vous êtes en pleine circulation sur votre engin et vous constatez automatiquement qu'il y a une panne de freinage et que brusquement la moto s'est éteinte. Donc vous ne pourrez plus continuer votre course. Donc la corruption constitue un phénomène qui annule les efforts et qui arrête un processus d'évolution, bien de progrès donné. Parce que la corruption, comme on peut le définir, c'est lorsque on prend des deniers publics pour l'investir dans des secteurs porteurs d'espoir ou bien dans les secteurs sociaux et on constate que ces fonds-là ne vont pas jusqu'au bout pour qu'on puisse obtenir les résultats escomptés. Ça veut dire qu'au finish, on ne pourrait pas avoir le résultat auquel on attend. Donc, ce qui fait que ça freine l'évolution et ça efface ou bien ça ne contribue pas à l'atteinte des objectifs des programmes et projets auxquels les fonds publics ont été assignés. Donc, la corruption doit être une préoccupation majeure de tous les citoyens et en second lieu de toute organisation de défense des droits des consommateurs. Pourquoi les droits des consommateurs? Parce que dans presque tout le monde entier, ce sont les organisations de consommateurs qui se spécialisent dans le secteur de la lutte contre la corruption. Parce que les fonds qui sont dédiés à un projet, par exemple, les bénéficiaires de ce projet sont les consommateurs. Sont les consommateurs des services de l'État. Et donc, on peut les appeler des usagers. Donc, si le fonds n'aboutit pas aux résultats que le gouvernement, que les autorités ont assigné à ce projet, à ce programme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque aux consommateurs. Et donc, les organisations de consommateurs doivent s'auto-saisir pour travailler sur ça. Les organisations de la société civile, d'une manière générale aussi, doivent travailler sur la corruption. Parce que, je donne l'exemple, si vous êtes une association qui évolue dans le domaine de la santé, et on dit qu'on a alloué des fonds pour acheter des scanners, pour acheter, bien pour mettre les ressources humaines de qualité, avoir des laboratoires dans les centres médicaux de presque toutes les préfectures, et on constate après que les fonds ont été dotés pour autre chose. Vous, en tant qu'organisation de la société civile qui évolue dans le domaine de la santé, vous devez vous indigner, vous devez lutter contre ça. Et ce n'est pas seulement nous qui devons le faire, mais tous les acteurs de la chaîne économique d'un pays, aussi chaîne économique comme chaîne politique, doivent lutter contre la corruption. Parce que si la chaîne économique lutte et la chaîne politique ne lutte pas, ça deviendra une impunité. Parce que les auteurs sont là. Et puisque pour sanctionner les auteurs, c'est la chaîne politique qui décide, qui prend les textes, qui prend la loi. Et la chaîne judiciaire aussi applique les textes et les lois. Mais si politiquement, les politiques ont leur main plus forte que la chaîne judiciaire, alors l'impunité demeure. On va revenir sur la question de l'impunité tout à l'heure. Mais lorsqu'on parle de corruption, généralement, c'est comme si vous prenez souvent ce qu'on appelle la grande corruption, alors qu'il y a aussi la petite corruption. On a l'impression que les organisations de défense des consommateurs, vous ne travaillez pas beaucoup sur la petite corruption. Tout le monde regarde au sommet de l'État, alors que dans les petits gestes du quotidien, la corruption se fait voir. Je suis d'accord avec vous, sauf que ce qui se fait voir, c'est ce qui attire l'attention. Ce qu'on ne voit pas, ça ne tire pas notre attention, et de tout citoyen. Par exemple, lorsqu'on met un objet de couleur rouge devant nous, ou bien de couleur blanche, soit si vous aimez le rouge, ça va attirer votre attention.
Soit si vous aimez la couleur blanche, ça attire votre attention. Mais c'est parce que vous avez l'objet devant vous que ça attire votre attention. Maintenant, les cas qui sont le plus souvent revenus, ce sont les cas publics, où les consommateurs, bien les citoyens, attendent des résultats. Ce que nous voyons le plus souvent, comme tu as dit, les petites corruptions, mais il n'y a pas de petite corruption, la corruption est une corruption. C'est peut-être ce que certains éléments des forces de l'ordre et de sécurité sont en train de faire sur les routes, mais dans certains langages, nous les qualifions de raquettes. Parce qu'ils ne sont pas là pour avoir ça, mais ils sont là pour offrir des services et assurer la sécurité des citoyens et des passagers sur les routes. Mais s'il arrive des fois où ils tendent, ils tendent les mains et que vous répondez à la main tendue, c'est-à-dire on me demande envoie tes permis et tu tends 1 000 francs derrière, ça veut dire qu'il y a le corrupteur et le corrompu. C'est la corruption que des gens appellent souvent de petite échelle. Mais cette corruption-là que des gens appellent de petite, pour moi, c'est de là, on apprend un métier et on devient maître là-dessus. Il y a les disciples et les maîtres. Donc là où vous avez commencé, en tant que jeune policier, vous êtes habitué, lorsqu'on vous nomme demain déjà un responsable d'une direction de la sécurité, ou ainsi de suite, vous trouvez une opportunité, vous pouvez en faire. Et donc c'est pourquoi nous devons lutter contre la corruption à tous les niveaux. Par exemple, les passations de marché, où quelqu'un qui veut soumettre ses dossiers d'appel d'offres, cherche à avoir des contacts au niveau de la comptabilité, au niveau de l'équipe de passation de marché de ce ministère, qui cherche à glisser dans grandes des sous. Ce sont aussi de la corruption. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de petite corruption, il n'y a pas de grande corruption. La corruption, c'est la corruption. Sauf que les cas qui nous sont souvent revenus, que vos collègues, que la presse traite souvent, ce sont les cas qui concernent peut-être des responsables politiques, peut-être des responsables économiquement forts, peut-être des responsables stratégiques d'un parti politique ou bien d'une organisation, d'une institution nationale, ce qui fait que la lutte devient de plus en plus dure pour nous en tant qu'organisation de consommateurs. Et c'est ce qui fait que nous avons l'habitude de penser que nous sommes bien en face d'une situation d'impunité en matière de la corruption. Et nous avons plein droit de le faire. Parce que depuis lors que nous avons commencé à en parler dans le cadre de détournement des deniers publics pour la construction de la route Lomé-Vaughan-Foin, rien n'a été fait. Nous, particulièrement au niveau de la Ligue des conseils de cours, on a adressé des lettres ouvertes et on a saisi des autorités en ce sens. On a fait même des manifestations. On a saisi des diplomates à l'époque dans le cadre de la route Lomé-Vaughan-Foin, ceux qui ont financé les projets, mais rien n'a bougé. Aujourd'hui, nous avons le cas de Petrogate, qui constitue que les gens appellent le grand dossier de 2020 en matière de la lutte contre la corruption. C'est un dossier que la presse a révélé et que nous, organisations de consommateurs, on s'est s'auto-saisi pour pouvoir travailler sur ça. Parce que le plus souvent, les gens oublient que c'est le travail des organisations de consommateurs est complémentaire à ce que la presse fait. La presse fait une partie et nous on fait une partie. Ou soit nous on fait une partie et la presse continue. C'est nous qui révélons, la presse se s'auto-saisit pour continuer les investigations. Soit c'est la presse qui révèle et nous continuons pour faire les investigations. Mais au finish, nous voulons avoir un résultat pour que, si c'est un fonds public qui a été détourné, que le fonds soit restitué et que les auteurs soient poursuivis. Il y a des gens qui disent, mais ce n'est pas le fait de poursuivre un ou deux présumés auteurs en matière de corruption qu'on va mettre fin à la corruption. On est d'accord, mais il faut dissuader. Il faut dissuader. Qu'on soit en face de la petite ou de la grande corruption, est-ce que les impacts sont les mêmes sur les efforts de développement, surtout sur le continent? Oui, les impacts sont les mêmes, sauf les impacts seront aussi graduels. Si je prends l'exemple de la petite corruption, vous avez quitté la maison, vous n'avez que 2000 sur vous, Samuel. Et vous êtes dans une situation où vous vous dites, si je ne fais pas ça, on risque de me poser tel acte, tel acte. Et l'agent te dit, avant que je te fasse ça, donne-moi 1000 francs. Vous lui remettez 1000 francs. Il vous reste combien? 1000 francs. Vous avez oublié que
vous n'avez pas pu laisser de l'argent à la maison avant de quitter, que les 2000 étaient restés dans le pantalon que tu as utilisé la veille. Et qu'en route, vous vous êtes rendu compte que, je n'ai pas laissé l'argent de la popote de la journée pour la famille, pour madame et les enfants. Pour la question, est-ce que je vais faire un transfert monétaire ou bien qu'est-ce que je vais faire? Et vous vous rendez compte que vous avez donné l'argent à un officier ou bien à quelqu'un pour qu'il fasse un dossier pour vous. Mais ça veut dire qu'à la maison, le jour-là, vous avez failli à votre responsabilité, les enfants ne pourront pas manger. Et si les enfants ne mangent pas à leur soif, à leur faim, ça veut dire que quoi? Il y a un impact sur votre famille. Donc, la petite dépense que vous avez fait en termes de ce que nous qualifions de petite corruption a un impact sur votre famille direct et sur votre budget familial direct. Maintenant, pour la grande corruption, oui, ça c'est patent, c'est visible. Vous voyez peut-être que la route Lomé-Vaughan, on avait dit 35 milliards, et ça n'a pas été fait, mais l'État a encore débloqué. L'année suivante, on a vu qu'ils ont encore mis ça dans le budget pour dire qu'on va encore faire la route. Ça veut dire que ce sont 10 milliards que la route a été construite. Et vous avez vu la qualité de la route. C'est ce qui amène les Chinois à dire petit argent, petite route. Vous voyez? Donc, ça n'a pas servi. Et donc, le développement que la construction de la route devait induire, on ne peut pas l'avoir, on peut pas l'obtenir. Parce que de 2015 jusqu'à ce que la route ne soit pas construite, pour qu'on puisse refinancer par notre partenaire pour construire, ça veut dire qu'il y a un retard pour le développement tout autour de cette route-là. Maintenant, les 35 millions supplémentaires que l'État a débloqués sur le budget national devaient servir à autre chose. Par exemple, on a l'habitude de crier tous les jours qu'on a besoin de scanners, qu'on a besoin de laboratoires dans les centres de santé. Nous, organismes consommateurs, qu'on a besoin de laboratoires dignes de ce nom pour l'analyse physico et chimique des produits que nous achetons quand on nous met sur les marchés. On a besoin de tant. Les routes, par exemple, on a commencé la route Lomé-Palimé, mais il y a une autre qui est à côté, qui est Carrefour Douane et Ségbé. Et si pleut un jour, vous remplacez cette voie, vous allez poser la question si on est à Lomé ou bien si on est dans mon village quelque part dans le goût. Vous voyez? Donc c'est juste pour dire que c'est visible. C'est visible. Par exemple, si on peut construire par exemple 10 millions, un centre de santé dans une commune par exemple. On peut construire 10 millions, ça peut faire quelque chose. Sauf qu'on ne pourra pas équiper. Mais si on le fait avec les 35 millions volants, 35 milliards, qui sont milliards pour la route de Lomé-Vaughan. Milliards, très bien sûr, je pèse bien le mot. Et que 40 millions, 50 millions par commune, on peut faire plusieurs communes. Et là, on va voir quel type de laboratoire on va équiper, on va former les gens, on va les recruter, et c'est le développement qu'on est en train de voir. Les universités. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est en train de former les universitaires pour, après le master, après la maîtrise, la licence, tout ça là. Mais c'est vrai qu'à l'université de Lomé, on voit les choses physiques qui prennent corps, mais bon, il reste beaucoup de choses à faire. On peut investir dans la formation. Puisque tous les pays, comme les gens ont l'habitude de dire, les Corées du Nord, les Corées du Sud, c'est dans la formation qu'ils ont investi. Et au bout de quelques années, ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Donc, pour moi et pour nous, au niveau de la Ligue des économies de Go, on doit donner un autre visage à la lutte contre la corruption. Ce que nous faisons aujourd'hui, en passant par la A+, et autres, excusez-moi, je vais vous étonner, on ne fait pratiquement rien. On tourne sur place. Depuis que la A+ a été mise sur place, en place, je ne vois pas de résultats. Excusez-moi, je suis désolé de le dire. Il a quand même travaillé, par exemple, sur les dossiers de la route Lomé-Vaughan, enfin, dont on parlait, sur les comptes de la CAN 2013, des dossiers qui ont été transmis au procureur, puisque la A+A ne peut pas poursuivre. Oui, mais Samuel, je suis d'accord avec vous. Mais, excusez-moi, c'est nous qui avons saisi. La Ligue des consommateurs a saisi la A+A sur tous les dossiers. Il n'y a pas un dossier, il y a la lutte contre la corruption où on n'a pas saisi la A+A. Maintenant, si la A+A ne peut pas poursuivre, alors que la personne qui est le président est un juge chevronné, qui maîtrise bien la procédure. Et le problème, c'est que la A+A... Mais là, il faut réviser la loi. Ça travaille dans des tests, il y a un canevas, elle ne peut pas aller au-delà de ce canevas, même si c'est un magistrat qui le dirige. Il faut revoir la loi qui a créé la A+A.
il faut la revoir. Donc, on peut pas dire, mais depuis qu'ils ont transmis les dossiers au procureur, qu'est-ce qui a été fait? Bon, ça, c'est la faute au procureur, c'est plus la faute à la policière. Donc, la policière n'est plus, je ne sais pas comment dire, son travail ne montre plus d'impact. C'est-à-dire, on n'a plus un résultat. La policière, nous, on va saisir la policière, les gens vont dénoncer, et on va nous dire chaque fois qu'on a transmis au procureur, le procureur, lui, excusez-moi, lui peut dormir là où il est. Parce que, bon, il a d'autres choses à faire. OK? Je n'en sais rien. Mais ça ne donne aucun résultat. Dans la plupart des pays, on a les lois spécifiques à la lutte contre la corruption. Mais il faudrait que le Togo puisse aussi penser à aller vers ça. Et il faudrait aussi qu'on ait des lois pour qui protègent qu'on appelle, ceux qui donnent les alertes, ceux qui font les alertes, les lanceurs d'alerte. Excusez-moi, merci beaucoup pour m'avoir prêté l'expression, les lanceurs d'alerte. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir une loi qui nous protège. On est là, on dit des gens ont détourné des milliards. Un petit Emmanuel vient sur un plateau comme le vôtre, il dit que telle personne a détourné des milliards. Mais la personne peut prendre son véhicule, me cogner en route, bien venir à la maison, dire qu'ils sont venus pour voler et faire ce qu'ils veulent faire. Donc, il faut avoir des tests qui nous protègent, aussi bien les journalistes, aussi bien que les organisations de consommateurs et de droits de l'homme qui évoluent dans le secteur. Sans ça, on peut bel et bien crier. Nous avons les institutions qui sont là. Le Togo, on n'est pas en arrière en matière de la prise des tests. Non. Si tu prends les tests, tu vas ici, par là, le Togo prend les tests, mais on ne les met jamais en application. Alors, on va parler un peu aussi de la lutte. On est déjà en train d'évoquer cela. En parlant sur le plan, par exemple, de dissuasion. On a comme l'impression, parfois, moi je veux d'abord qu'on parle de petite corruption avant la grande. Sur la petite corruption, j'ai cette petite histoire personnelle que je raconte où j'ai voulu faire renouveler mon permis de conduire. J'ai constitué les dossiers que j'ai déposés. On m'a dit, vous passez dans 2 semaines. On met la date. D'accord. À la date donnée, j'y vais. Celui qui est derrière le guichet me fait comprendre que le permis n'est pas sorti. Mais il me dit, attendez, je vais fouiller, voir. Il fouille, il trouve. Et il me donne un document à signer. Après, il me dit, mais faites quelque chose. Alors, vous voyez là, par exemple, c'est vrai que je n'ai rien donné. Mais après, c'est que les gens ont tous les moyens de vous bloquer. Votre dossier est bien sorti. Mais parce que vous dites, je ne peux rien vous donner, il vous fait traîner, et vous n'avez aucun instrument pour empêcher ça finalement. Comment on réussit ce pari? Ça, c'est une culture d'éducation des employés. Si, par exemple, la direction de cette société, de la Sotoplam, je ne sais pas, la direction met en place des outils pour vérifier, par exemple, il y a ce que nous appelons le cahier de suggestion des clients ou bien des usagers. Par exemple, tu sors, tu écris tant. Tu écris que après avoir demandé qu'on t'a donné ton permis, et la personne a demandé que je puisse glisser quelque chose, mais je n'ai pas glissé, mais je tiens à noter ça. Au finish, que la société, que le directeur puisse prendre ces notes-là et voir qui sont ces employés qui s'adonnent à ces pratiques. Parce que ça, des gens peuvent l'avoir en eux, peuvent interroger cette pratique. Mais si vous venez chez moi et vous avez cette pratique, ça dépend de ce qu'on continue de faire avec vous. C'est le directeur qui doit éduquer les gens. Et là, on peut pas décréter ça. Maintenant, si on constate qu'il y a des gens qui s'adonnent à ça, il y a des outils. Aujourd'hui, la technologie a évolué. On peut vérifier les caméras. C'est vrai que les gens, lorsque tu es en train de donner, ils vont dire de mettre ça dans le dossier pour déposer. Ils vont prendre dans leur bureau, au-delà de bureau. Oui. Mais ils ont des techniques. Mais je pense que c'est une affaire de culture d'entreprise. Si au sein d'une entreprise, on lutte contre la corruption, vraiment, toute franchise, ça ne va pas se passer. Donc, c'est pourquoi on disait, toute entreprise, publique comme parapublique, elles sont les premières. Pourquoi je dis, dans le secteur privé, on ne l'appelle pas corruption. Parce que moi, je viens vendre un service. Je vends, si tu veux, tu achètes. C'est dans le secteur public que c'est une corruption, où des gens demandent, donne-moi ça avant que je te fasse ceci. Vous voyez? Mais dans les entreprises privées, on ne va pas te demander l'argent. Parce qu'eux, ils sont là à offrir des services, à vendre leurs services. Pourquoi des gens comprennent ça? Là, on a l'habitude de dire, vous aussi, vous ne faites pas la corruption dans vos sociétés, ainsi de suite. Non. Dans une société,
du secteur privé où j'ai créé une société telle, je ne peux pas demander, un client ne peut pas demander à ça avant, parce que s'il le fait, les clients vont partir pour aller ailleurs. Alors que si tu vas au niveau des services passeport, tu n'as pas un autre endroit pour aller, parce qu'il n'y a pas la concurrence. Oui. Vous voyez, si tu vas, par exemple, au service où on fait la nationalité, tu n'as pas un autre endroit dans tout le Togo à aller si ce n'est pas au service de nationalité. Donc, les gens sont obligés à donner 5 000 supplémentaires aux 5 000 que l'État a fixés. Vous voyez, c'est pourquoi nous, on souhaite demander, on l'a dit déjà dans un tweet, ce que le chef de l'État aussi, comme il a pris l'habitude de, il a décidé la dernière fois de rendre gratuit et les frais d'inscription aux examens. Aujourd'hui, la priorité pour les étudiants, c'est la nationalité, mais qu'ils le rendent gratuit et qu'on renvoie tous ceux qui ont leur bac dans leur établissement scolaire et qu'on envoie des équipes pour avoir les informations et quand on revient nous leur faire les nationalités et qu'on leur renvoie dans leur établissement qu'ils viennent prendre. Au lieu que des gens s'alignent des milliers à longueur de journée. Il y a un foyer de Covid là-bas. Je sais que vous le savez mieux que moi. Donc, que si les gens sont à l'écoute qui nous suivent actuellement, qu'ils veillent le dire au président et que le président puisse prendre des initiatives dans ce sens. Oui, parce qu'on a besoin de ça, Il en est de même pour la délivrance des cartes d'identité nationale. Il en est de même pour les services de passeport. Le passeport ne doit plus être quelque chose de luxe pour nous, non. Que ce soit au Togo, que ce soit à Lomé ou bien à Kara, il faudrait qu'on puisse dupliquer ça. Et on sait qu'on nous dit le plus souvent qu'au service de la santé, on n'a qu'une seule imprimante. Pour tout le Togo, on ne doit pas avoir une seule imprimante. Ce sont les Canadiens qui ont eu le marché à l'époque. Mais ils n'ont qu'à que le Togo donne les moyens pour acheter une nouvelle imprimante, ou bien même des imprimantes, pour faire par région au minimum. Le minimum. Ou soit dans la rigueur qui ne nous oblige plus à faire des duplicata, mais franchement chaque jour, alors qu'on avait pris l'habitude de faire les photocopies légalisées, et ça donnait de l'argent aux collectivités à l'époque. Aujourd'hui, comme on est dans les communes, il faut aller vers ça. Il faudrait qu'on change aussi la stratégie au lieu que les gens quittent d'Apaon pour venir à Lomé. Donc, j'ai parlé de ces choses parce que la corruption, c'est dans ces secteurs-là. Service de nationalité, service de passeport et de carte d'identité. Surtout les services publics les plus... Par exemple, pour les services de passeport, par exemple, ils tentent quand même des choses parce que quand vous allez là-bas, actuellement, en tout cas la dernière fois que je suis allé, ça fait déjà plus d'1 an, ils ont mis des affiches partout où sur lesquelles vous lisez, vous n'avez plus à payer un seul franc supplémentaire à quiconque. Vous constituez votre dossier régulièrement, vous mettez les frais demandés là-dessus, et ça rentre dans le circuit et vous revenez 2 semaines après prendre mon document. Maintenant, après, il y a aussi le corrupteur qui a envie que ça aille très vite et qui se permet de corrompre des agents. Ça aussi, il faudra que vous puissiez dénoncer. Oui, comme je l'ai dit au départ, il y a le corrompu et le corrupteur. Tout le monde est fautif. Okay? Parce que si quand on te demande l'argent, tu ne donnes pas, la corruption ne va pas exister à l'époque. Donc, il y aura tentative de corruption. Et c'est une autre infraction. Tout le monde est dans le panier. Mais ce que nous voulons dire, c'est que si les services sont si rapides, par exemple, vous avez un problème et vous voulez voyager, et vous vous rendez compte que le délai qui vous reste pour votre passeport, que l'ambassade ne veut pas vous octroyer le visa. Donc, vous courez vite pour aller prendre votre passeport pour ne pas être en retard dans la prévision de votre voyage. Ce qui fait que, en tout cas, d'autres font la demande, mais veulent l'avoir le plus vite que possible. Et c'est eux qui commencent la corruption. Mais nous pensons qu'il faut chercher à aller plus vite. C'est vrai que le service de nationalité, du passeport, ils sont en train de faire des efforts, mais je voudrais qu'avec la digitalisation, qu'on ne soit pas obligé parce que lorsque vous voyez des gens devant vous, c'est en ce moment que vous êtes obligé, vous êtes tenté de corrompre, ou bien qu'on vous corrompe, quoi. Donc, c'est les deux côtés, parce que si de loin, si on voit tes dossiers, tu scannes, ainsi de suite, même leurs yeux de nous, ils peuvent vérifier tout. Il y a un second problème qu'on retrouve au niveau des services de passeport, c'est que les dossiers contentieux ne sont pas vite réglés. Ça, il y a des gens qui ont des dossiers de plus de 6 ans, où on dit contentieux, on ne règle jamais. Ils sont allés devant un juge pour que le juge puisse se prononcer sur la nationalité ou la naissance. Depuis lors, rien ne bouge. Donc, il faudrait qu'ils puissent réaménager ces dossiers, trucs-là. Et par exemple, dans des cas pareils, les gens seront tentés de corrompre pour que leur passeport sorte. Parce qu'ils ont envie de voyager, ils ont envie d'aller quelque part. La grande corruption maintenant, est-ce que le seul moyen de lutter contre, c'est de frapper fort? Ce n'est pas le seul moyen.
les moyens, c'est-à-dire le frapper fort constitue un moyen majeur. Frapper fort, c'est que des gens répondent de leurs actes devant la loi. Si tu as volé l'argent de l'État, l'argent de nous tous, va à Zitimé. Hein? C'est la prison, hein? Il faut aller à la prison. Parce que ce n'est pas pour toi, l'argent ne t'appartient pas, c'est à nous tous. Si Emmanuel, il arrive de voir que Emmanuel vole, envoyez-moi là où vous voulez m'envoyer. Maintenant, si des gens volent, ben, on les laisse. Et après, on les voit encore plus à une position, promis à une position qu'hier. Vous voyez, nous serons tentés de dire qu'on a érigé la corruption à une règle d'or. Et c'est très, très compliqué. Ça ne peut pas contribuer à un développement. Donc, pour nous, il faut donner un signal fort pour dire qu'à partir de cet instant, tout dossier de corruption, hein, il faut que le juge puisse les instruire. Mais le plus souvent, on est désolé de le dire, que nos aînés juges ne nous en veulent pas. On constate qu'eux aussi, ils donnent la priorité à d'autres dossiers que le dossier de corruption. Hein? Le Petrogate, tout le monde ici, on a compris ce que ça a donné. On est décelé, on a suivi le dossier de bout en bout. On parle de dossier de corruption, on sait que une révélation a été faite, alors que vous, en tant que juge, vous ordonnez qu'on fasse une enquête, vous demandez à celui qui a fait la révélation, le lanceur d'alerte, pour dire quelles sont les preuves vous l'amener à dire ça. C'est la loi aussi, hein? Non, oui, mais c'est la loi aussi. Mais le juge est là. Quand vous écrivez, vous devez voir les preuves. Oui, mais le juge est là. On a beau tout dire, mais c'est comme ça. Le juge, on a dit au juge, on a pris l'argent de l'État. L'État, c'est pas l'État qui a porté plainte. Oui, mais on a dit, c'est une affaire entre deux privés. Donc oui, mais on a pris, le procureur représente qui? L'État. Et oui, nous. Justement, là, donc, si on est dit qu'on a pris l'argent de l'État. Il y a eu une plainte de quelqu'un, le procureur qui a agi, qui dit bon, quelqu'un porte plainte pour diffamation. Oui. Apporter les preuves, c'est tout ce qu'on demandera à n'importe qui. Hein, non, la preuve, c'est qui va la porter. Moi, j'ai dit qu'il y a ça. Mais si on ne fait pas une enquête, est-ce qu'on va s'en rendre compte? Le problème, c'est que quand vous êtes journaliste, c'est une règle d'or. Quand vous écrivez, vous devez avoir la preuve avant d'écrire. Toi-même, tu sais que toutes les preuves ne se donnent pas. Oui, ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Oui, non, ça, c'est autre chose, puisque quand vous dites ça ne se donne pas, le juge ne peut pas prévaloir de vos preuves. Il doit le savoir, parce que c'est pas quelqu'un qui a écrit, c'est un journaliste. Toutes les preuves ne se donnent pas. Et maintenant, c'est ça qui fait que le juge, lui, doit faire une enquête. S'il lui fait une enquête, ça reste dans le secret professionnel. Personne ne sait d'où la chose a été obtenue. C'est ce qu'on lui avait demandé. Mais il a rendu sa décision et c'est regrettable. On ne peut pas dire que des gens ont pris l'argent de l'État et qu'au lieu que vous demandez, la moindre des choses que le juge devait faire, il dit OK, je vous envoie l'instruction, on va faire une enquête, on va voir finalement si toi qui as écrit, tu as menti, ou bien toi à qui on accuse, si on a menti dans ton compte ou pas. Et après, le juge d'instruction va renvoyer le dossier pour qu'on puisse statuer finalement. Emmanuel Sogadji, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci pour nous avoir invités. Président de la Ligue des consommateurs du Togo. Voilà qui nous amène maintenant à la pause et après ce sera un regard croisé.